Nathalie Bambara, on ne t'a pas encore entendu. Bon, on a fini avec 40 premières questions. C'est le 10e sujet. Est-ce qu'il y a des questions, il y a des apports par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant qu'on attaque les 40 autres questions? Question, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Est-ce que monsieur Thomas est là? Monsieur Ouedraogo, Thomas, je vous donne la parole. Vous allez vous présenter et puis on va voir. Je vais vous laisser animer pour les 40 autres questions. Thomas. Je peux. Thomas. S'il vous plaît, monsieur Ouedraogo. Oui, allez-y. Oui, question 40, là, je n'ai pas suivi la réponse. 40, on a dit c'est les deux doigts sont dirigés vers la deuxième pièce sacrée. Alors que tous les autres là, on a dit troisième pièce. Oh, donc c'est 39 plutôt. C. En 39, on a dit B. Merci. Voilà. Thomas. Voilà, donc, salut, désolé, hein, j'avais fermé mon micro et puis je parle seul. Est-ce que Thomas est là? Monsieur Thomas? Bon, ok. On dirait qu'il a des soucis. Thomas, c'est un collègue. On devait animer la session ensemble parce que ce n'est pas toujours facile.
Voilà, il devait se connecter à partir de chez lui. Bon, il n'est pas disponible. On va aller ensemble. Donc, on va aller. Donc, la question est à qui veut la prendre. La parole est à qui veut la prendre. Excusez-moi, monsieur Oui, le grand. oui. Je n'ai pas suivi la réponse 30 jusqu'à 34. Bon, je vais revenir à vous. On va avancer ici parce que je suis obligé de fermer ça et puis repartir ouvrir. À la fin là, je reviens, on va revenir vous donner les réponses. Okay. Merci. Donc on prend ici. La menace d'accouchement prématuré est définie par l'association d'au moins 3 contractions utérines régulières et de modifications cervicales significatives après 37 semaines d'aménorrhée. Faux. C'est faux. Donc elle dit que ça c'est faux. Donc quand même c'est pas après. N'est-ce pas? Si on avait dit avant 37 semaines, on pouvait être même d'accord, mais voilà. Donc B, question 2 du moins. Une béance cervico-osmique est A, un diamètre anormalement grand du col de l'utérus. B, un col excessivement long. A. Une béance cervicale est lorsque le diamètre est anormalement grand. Oui. Quelqu'un d'autre? Donc ça veut dire que le col est ouvert. Donc effectivement c'est A. On y va. Le 3. Oligoamnios comme l'hydroamnios correspond à une anomalie de la quantité de liquide amniotique. Vrai. D'accord. Le 4. Le 4. La tocolyse correspond à une inhibition des contractions pendant le travail d'accouchement. C'est d'accord? La tocolyse correspond à une inhibition des contractions pendant le travail d'accouchement. Elle dit que c'est faux. On est d'accord? Moi, je mets A. A. Oh. Pourquoi? Pourquoi? Quand on dit inhibition, c'est pour atténuer. Quand on dit inhibition là-haut, moi j'ai compris que c'est pour atténuer les contractions utérines. Pas pour atténuer, pour arrêter carrément. Voilà. Et qui a dit faux? Faux aussi. Comment tu te justifies? Donc si faux là ne peut pas se justifier, on va prendre vrai. En fait, la tocoliser, ça veut dire arrêter les contractions utérines. C'est ça? Donc la bonne réponse c'est A. 4 c'est A, c'est vrai. Tocoliser, c'est arrêter les contractions utérines. 5. Le cerclage est une technique consistant à lutter contre la béance cervico-usmique par une fixation d'un fil de gros calibre autour du col utérin afin de maintenir artificiellement le col fermé. C'est vrai. Ok, donc 5 aussi c'est
Ah, 6. Je remonte un peu. 6. Quels sont les éléments intervenant dans la mécanique obstétricale? A. Le grand bassin. B. Le Moi, je n'entends plus rien. Hein? C'est votre connexion. Vous voyez. Sinon, on entend bien. Allez-y. A. Le grand bassin. B. Le petit bassin. C. Le poids fécal. C. Les contractions utérines. E. Les variétés de présentation. Je choisis A. C. D. Utérine. Hein? Allez-y. Allez-y. Qui répond? Quels sont les éléments de la mécanique obstétricale? A, C, D. Bon, elle choisit A, C, D. Mais moi, je demande quels sont les éléments de la mécanique obstétricale? Le passage, les passagers et la puissance. Aïe. D'accord. Les éléments de la mécanique obstétricale, ça reste encore. Et les variétés là. Moi, j'ai posé une question. Quels sont les éléments de la mécanique obstétricale? Les éléments de la mécanique. C'est le grand bassin là-bas. Non. On est bassin. Le petit Les bassin. éléments de la mécanique obstétricale concernent le bassin. Et la présentation est plus le fœtus quoi. Aïe, vous allez... Le fœtus, le bassin et Yamna ningamami yande. Les éléments de la mécanique obstétricale. Les éléments de la mécanique obstétricale sont l'engagement au détroit supérieur. Ensuite, la descente et la rotation au niveau du détroit moyen. Ensuite, le dégagement au niveau du détroit inférieur. Voilà les trois éléments de la mécanique obstétricale. Est-ce qu'on se comprend? Si on dit de décrire la mécanique obstétricale, on veut que vous décrivez l'engagement, vous décrivez la descente et la rotation, vous décrivez également le dégagement. Maintenant, on veut des éléments qui interviennent dans cette mécanique-là. Bon, c'est vrai que la question-là n'est pas très bien formulée, mais on peut quand même essayer de répondre. Sinon, bon, ce qui intervient, c'est le grand bassin ou bien c'est le petit bassin? C'est le petit bassin. le petit bassin. Notre bassin là, c'est le petit, c'est pas le grand. D'accord. Donc prenons le petit bassin. Il intervient dans la mécanique puisque c'est là-bas que ça se passe, tous les trois phénomènes qu'on a cités là. Qu'est-ce qui peut intervenir encore? Pour qu'il y ait engagement, il faut quand même des contractions utérines qui vont pousser effectivement la chose, le mobile fœtal. N'est-ce pas?
Oui. Voilà. Donc ici, là, en tout cas, pour moi, on peut retenir effectivement, bon, le bassin et puis également les contractions utérines. Sinon, les éléments de la mécanique obstétricale, c'est les 3 éléments que je vous ai cités. C'est l'engagement, c'est la descente et la rotation, c'est le dégagement également. Et l'engagement, c'est au niveau du D3 supérieur, la descente de la rotation au D3 moyen, le dégagement également au niveau du D3 inférieur. Mais j'avoue que la question n'est pas très explicite. Mais l'explication que j'ai donnée, je pense qu'on se comprend. Par rapport à la mécanique obstétricale. Ça peut aller? Vous ne dites rien. Oui. D'abord. D'accord. 7. Le toucher vaginal. Le toucher vaginal. Le toucher vaginal doit être réalisé A. Après une toilette vulvaire. B. Avec des gants chirurgicaux. C. Avec des gants d'examen. D. Les réponses sont exactes. Choisis B et C. B et C. C. Qui d'autre? A. A aussi. A. Mhm. A et B. A et B. A, B, C. Donc, je choisis D. D. Je vois, oui. Ok. Donc, on peut le faire effectivement. Normalement, il faut faire toujours la toilette vulvaire. Ensuite, on peut utiliser soit des gants chirurgicaux ou bien des gants d'examen. Et D, toutes les réponses sont vraies. Donc, on peut prendre tranquillement le D ici. 8. Monsieur Ouedraogo, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a la pluie là qui me dérangeait. Donc la réponse 5 et 6 là, je n'ai pas pu suivre ça. Non, mais vous allez avoir la correction. 6, on a dit, voilà, j'ai expliqué beaucoup de choses. 5, on a dit que... Après, je vais suivre. On a dit que le 5, c'est le A. Le 6, c'est petit bassin et c'est contractions utérines. Le toucher vaginal, on a dit que c'est D. Et nous sommes à 8. Ok. On y va. Les causes des saignements du deuxième trimestre de la grossesse sont la grossesse extra-utérine, l'hématome rétroplacentaire. Je choisis B. B, C et E. Bon, on peut être d'accord, hein. Même quand je disais tantôt que aujourd'hui on ne parle plus d'hémorragie du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, mais on peut accepter au-delà du deuxième trimestre, parce que si on prend l'avortement, le deuxième trimestre, on peut toujours avoir un avortement. Et voilà pourquoi on ne se limite pas seulement au premier, deuxième trimestre. On ne tient plus compte des trimestres. Voilà. Mais ici, on va accepter effectivement que c'est HRP, c'est rupture utérine, c'est E. Donc ici, effectivement, on prend les trois là. 9. 9. 9. On y va. Les conséquences
Les conséquences. Vas-y. Les conséquences des grossesses ectopiques sont A. Souffrance fétale. B. Oligo-amnios. C. Vieillissement. La perturbation des écrans de féto-placentaire. D. Placenta prévia. A, B et C. A. B et C. Ok, les trois premiers, on a répété la lettre C alors que c'est A, B, C. Donc c'est ça. Hein? Donc si la grossesse se prolonge, on peut avoir une souffrance fœtale, on peut avoir le liquide amniotique là va diminuer, le placenta devient vieux et les échanges fœto-maternels peuvent être vraiment perturbés. D'accord, 10. On y va rapidement. 10. La mort fétale in utero est définie comme A. Décès fétal par... Allez-y. Qui parle? La mort fétale in utero est définie comme étant décès fétal pendant le travail d'accouchement à partir de 22 semaines. On dit pendant le travail. Décès fétal pendant la grossesse. Décès fétal à partir de 37 semaines. Décès fétal avant 37 semaines au cours de la grossesse. D'accord, donc on prend B. La bonne réponse est B. On continue. 11. La pratique visant à aider les individus et les couples à assurer leur sexualité de façon responsable, de manière à éviter les grossesses non désirées et les IST est santé de la reproduction, planification familiale, planification et espacement idéal des grossesses pour la santé, santé maternelle et infantile. A, B et C. A, B, D. A, B, D. D. Moi, je prends le A parce que quand on parle de santé de la reproduction, là, on parle de planification familiale. Qui d'autre? A, D. Monsieur Thomas nous suit. Je disais que si on prend la santé de la reproduction, Oui. nous allons trouver les éléments de la planification familiale Oui. et les éléments de l'éducation de naissance. Donc A, D. Mais est-ce que la santé de la reproduction, c'est une pratique? Hein? On dit c'est une pratique visant à. Ici, là, on parle d'une pratique. La planification familiale. D'accord. Donc, on va retenir la planification familiale. C'est ça qui est une pratique. Et ça aide les individus à assurer leur sexualité de manière responsable, éviter les grossesses non désirées et ça protège contre les IST. Donc ici là, la question 11, la réponse est bien la lettre B. Il faut vraiment lire le contenu avant de répondre. C'est bon, le français. Monsieur Thomas, si vous êtes là, vous pouvez interagir. Hein. D'accord, donc on continue 12. Oui, bonsoir.
me suivez? On vous entend parfaitement. Ok, d'accord, je vous suis. Ok. Je vais vous laisser gérer les quelques questions. On est à 12. Ça marche. On est à 12, donc allez-y. Je souffle un peu et puis je viens. Donc, M. Thomas a la parole. Allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Là, je m'appelle Laurent Thomas, je suis conseiller de santé à la direction régionale de la santé de l'hygiène publique du centre Nord. Voilà, je suis avec mon doyen, M. Laurent, pour pouvoir s'entraîner pour pouvoir donner ce qu'il reste. Par rapport à la question 12, qui peut répondre, s'il vous plaît? La question 12, les actions à entreprendre pour assurer aux nourrissons un bon état nutritionnel sont A. Conseiller le sévrage progressif à partir du 4e mois. B. À promouvoir de l'allaitement maternel. C. Conseiller la diversification alimentaire à partir du 6e mois. Conseiller le suivi régulier de la croissance cardio-pondérale. Faire une éducation nutritionnelle des parents. Moi, j'avais choisi D. Je ne vous reçois pas très bien. J'avais choisi tout sauf A. Vous avez choisi tout sauf A. Je n'arrive pas à cocher. Vous voyez mon curseur? Oui. Voilà. Elle a choisi le B, c'est-à-dire faire la promotion de l'allaitement maternel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Conseiller la diversification alimentaire à partir du 6e mois. Conseiller le suivi régulier de la croissance cardio-pondérale du moins. Faire une éducation nutritionnelle des parents. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces 4 réponses? Oui. D'accord. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas trop de débat. On peut aller à la question 13. Les leucorrhées à trichomonas vaginales sont, c'est-à-dire c'est des leucorrhées à trichomonas vaginalis. Il s'agit d'une IST. Elles sont verdâtres, ont une odeur poisson pourri, s'associent à des dysparénies. Toutes les réponses sont exactes. Qui me propose des réponses? Choisis la lettre A et B. A et B. Une IST. A, B. Verdâtre. IST et puis verdâtre. Qui propose autre chose? Je vais ajouter le D. Le D s'associe à des dysparénies. C'est bon? Je pense que ici, les bonnes réponses sont A, B et D. Voilà. Je répète, IST, verdâtre et s'associe à des dysparénies. C'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, on peut aller à la question. Oui, On peut continuer. Je vais cocher. Vous avez dit quoi? A. Monsieur Audran. Oui. Oui. Je reviens à la question. D. Bon, selon on a dit les Parlons un à un. Parlons un à un. Ok. J'ai dit j'ai dit la question là. Oui. On a dit que les leucorrhées à trichomonas vaginales sont. Et les leucorrhées. On parle de leucorrhées. Oui, oui. Donc on a pas que bon, je me dis que le cas ne fait pas partie. Tout à fait d'accord. On parle de leucorrhées. Voilà, c'est comment décrire les leucorrhées ici. C'est les caractéristiques, oui. D'accord. Voilà. Donc, Je pense qu'on est d'accord, on peut accepter. voilà. Donc c'est ça. Merci. D'accord, donc effectivement, bon, on n'a pas demandé s'il s'agit d'une IST ou pas, mais c'est les caractéristiques qu'on veut.
Donc c'est verdâtre, c'est une odeur pourrie, ça se... D'accord, il n'y a pas de souci, j'ai coché. On peut continuer, monsieur Thomas, il n'y a pas de souci. Oui, monsieur Ouedraogo. Oui. S'il vous plaît, l'odeur de poisson pourri, je ne sais pas, ou bien, je ne sais pas, mais je ne suis pas totalement d'accord. Ok, donnez vos éléments de réponse. Monsieur Thomas vous suit. Monsieur Ouedraogo, allez-y, je bouge et puis je viens. Oui, effectivement, par rapport à cette question, les leucorrhées poissons pourris ne font pas partie des caractéristiques de leucorrhées à Trichomonas vaginalis. Il s'agit de leucorrhées qui sentent mauvais, malodorantes, mais mousseuses, mais pas de poissons pourris. Donc on peut décocher le C. Ok. Je pense que l'odeur, c'est du plâtre frais et de poisson pourri. Voilà. Très bien. Merci bien. Poisson pourri, c'est dans le cas de cancer. On est tous d'accord par rapport aux caractéristiques des leucorrhées à Trichomonas vaginalis. On est tous d'accord. Si on est tous d'accord, on peut aller à la question 14, s'il vous plaît. Donc c'est B et D. B et D, s'il vous plaît. Devant une hauteur utérine diminuée chez une femme enceinte, il faut évoquer A. Un retard de croissance in utero, un hématome rétroplacentaire, une souffrance fétale chronique, une erreur de datation. J'avais choisi A. D. Erreur de datation. D. Vous me recevez? Vous m'entendez? Non, moi je n'entends pas. Oui, allez-y, on vous entend. J'ai dit par rapport à la question 14, il y a une qui a proposé un retard de croissance intra-utérine et puis une erreur de datation. Est-ce que quelqu'un a d'autres propositions? Quand la façon de la mettre l'eau, tu vas déposer au-dessus. Je propose les D. Les D. D seulement. D seulement. Oui, les D seulement. Je m'explique. Allez-y. Là. H, il peut rester tel. N'est pas évolué, mais n'est pas diminué. Est-ce que je me fais comprendre? Mais ici, on parle de diminuer, madame. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec le A. Si c'est un retard de croissance, ça veut dire la H, qui selon moi reste tel. Ça ne s'augmente pas, mais ça ne diminue pas aussi. Au fur et à mesure que l'âge avance, ça reste tel. Voilà pourquoi ça reste diminué. Oui, ça ne diminue pas, mais ça reste tel. Si c'est un retard de croissance. C'est plutôt dans l'hématome rétroplacentaire qu'on parle de fois que la H est diminuée d'un médicament à l'autre. Je propose les D seulement. Vous êtes là? Allez-y, moi je vous suis. Je vous reçois vraiment pas. Moi je ne parle pas, je vous écoute seulement. C'est ce que vous dites que je coche. Donc allez-y, animez seulement. Je mais ce qu'elle propose, je n'entends pas. Ok, je reviens. J'ai dit
J'ai dit, je propose la lettre 2 seulement. On est envoyé, on n'attend plus, on ne suit plus. Quelqu'un d'autre parle. Je me dis que le A, retard de croissance intra-utérin là. Monsieur Ouedraogo, allez-y, corrigez et puis départagez seulement. Allez-y, expliquez et puis on va aller. Thomas? Non. Thomas? Allô? D'accord, donc je pense qu'on va s'entendre. Devant une hauteur utérine diminuée chez une femme enceinte, il faut évoquer retard de croissance, hématome rétroplacentaire, souffrance fœtale chronique, erreur de datation. On est d'accord de toutes les inquiétudes que les uns aux autres ont posées. C'est vrai, la hauteur utérine là, elle peut ne pas évoluer, mais quand on parle de diminuer, ça veut dire que la hauteur utérine là, entre-temps c'était par exemple à 20 cm et puis on a pris, c'est devenu à 16 cm. C'est ça qui est diminué, n'est-ce pas? Ou bien? Oui. Voilà, maintenant il y en a qui ont dit, et les gens proposent quoi? Quelqu'un disait quoi? Que A et D. Voilà, donc la discussion c'était sur le A. D'accord. Est-ce que Thomas nous entend? Est-ce que Thomas nous entend? D'accord. Le problème là, c'était le A. Hein? Oui, c'était le A. Le A fait partie ou bien le A ne fait pas? Ou bien c'est quoi le souci? Parce que en tant que vraiment, je n'ai pas suivi. J'avais coché A, D. A, D. Notre collègue dit que oui. Que le retard de croissance ne suscite pas une diminution de la hauteur utérine. Et qu'est-ce qui justifie une diminution? Donc s'il y a une erreur de datation, la hauteur utérine peut diminuer. Oui. Hein? Ça ne peut pas diminuer. Ça ne peut pas diminuer. Ça va pas diminuer. Ça va pas correspondre à l'âge de la grossesse. Ça ne peut pas diminuer. C'est comme le retard de croissance que tu parles en haut là. C'est la même chose. D'accord. On va procéder par élimination. Je commence en bas. Erreur de datation. Est-ce que ça diminue la hauteur utérine? Non. Souffrance fœtale. Est-ce que ça diminue la hauteur utérine? Non. Vous répondez? Oui. Souffrance fœtale chronique. Est-ce que ça diminue la hauteur utérine? Ça diminue pas. La hauteur utérine n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Mais est-ce que ça diminue? Non, ça ne diminue pas, ça n'évolue pas. Hématome rétroplacentaire, est-ce que ça diminue la hauteur utérine? Non. Hein? Non. D'un examen à l'autre, ça peut diminuer. Oui, c'est un examen où ça peut diminuer. Ah bon? C'est qui parle? Qui dit que ça diminue? C'est Soubega. Oui, ils ont dit que ça peut diminuer d'un examen à l'autre. En comment? En fait, dans le cas de choses HRP, là, on dit d'un examen à un autre, là, la HU peut diminuer. La HU